Merci pour cette introduction. Donc j'ai la difficile tâche de vous parler de risques et statistiques. Donc je me suis permis de rajouter risques environnementaux et statistiques dans le titre. De ce que j'ai compris, on m'a demandé de faire cette introduction parce que il se trouve que je suis actuellement co-animateur d'un groupe qui s'appelle Risques naturels et environnementaux pour l'Alliance à l'envie. Alors à l'envie, si vous ne connaissez pas bien, c'est l'alliance des instituts et des organismes de recherche qui s'occupent d'environnement en France, avec 12 membres fondateurs que je vous ai mis que je vous ai mis ici. Voilà, dans ce groupe, on est à peu près 20 membres. Alors de façon un peu arbitraire, j'ai dit qu'il y avait 4 statisticiens au sein de ce groupe, avec Denis Allard et Pierre Ribot. Plus 2 pièces rapportées, on va dire, avec Michel Lang et moi. Donc, une bonne représentation de la statistique, mais également, bien sûr, une ouverture beaucoup plus interdisciplinaire. Donc, le rôle de ce groupe au sein de l'Alliance, effectivement, c'est de mener des réflexions thématiques autour de l'objet risque et de contribuer à la recherche, à la structuration de la recherche française, notamment en faisant des propositions à l'ANR autour de la question des risques. Donc voilà, si vous souhaitez solliciter le groupe, c'est évidemment possible. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc pour poser le contexte, donc je pense que vous avez tous vu déjà ce genre de graphique qui montre ce qu'on appelle la grande accélération dans l'Anthropocène, où on représente finalement un ensemble de variables sociales et issues plutôt du domaine des géosciences, où on voit une forme d'accélération, voire de rupture à partir des années 1950, et où on voit finalement que tout s'accélère à partir de ce moment-là, l'exploitation des ressources, la population, la construction des grands ouvrages, par exemple, les télécommunications, que tout ça évolue de manière assez parallèle finalement. Et donc ça a pour conséquence de finalement d'exacerber certains risques naturels et ou technologiques, voire de faire apparaître de nouveaux risques qui sont liés notamment au changement climatique, aux nouveaux modes de production, par exemple. Donc, on a demandé le consortium Futura, ça fait début 2019 une étude finalement où on retrouve ces classements maintenant assez traditionnels en 5 grands types de risques pour savoir qu'est-ce qui finalement préoccupait davantage les scientifiques en termes d'impact et de vraisemblance. Et donc là, on voyait qu'à ce moment-là, ce qui sortait en tête de liste, soit à plus fort impact et avec potentiellement la vraisemblance la plus forte, c'était les extrêmes météorologiques, les risques liés au changement climatique avec les catastrophes naturelles pas très loin derrière. Toujours début 2020, comme chaque année, il y a une étude qui est faite au niveau du Forum économique mondial où on demande aux décideurs de lister les risques principaux pour eux toujours dans ces 5 catégories en termes de vraisemblance comme d'impact. Et ce qui est intéressant avec ce graphique, c'est ce qu'on voit qu'entre 2017 et 2020, ce qui a changé, c'est que finalement, il y a une quinzaine d'années, ce qui inquiétait le plus les décideurs, c'était les problèmes d'effondrement économique. Et au début de cette année, c'était plutôt tout ce qui était lié à l'environnement et au climat, quoi. Donc à partir du moment où ça concerne cet aspect-là de la société, c'est-à-dire que ça implique des problèmes de risque pour l'économie, on peut penser que c'est des problèmes qui vont commencer à être pris au sérieux. Si on regarde un petit peu plus près, finalement, comment est-ce que ça a été pris en charge? Donc, il y a maintenant une forme de consensus quand même sur une nécessité d'action assez immédiate. Par exemple, il y a un appel pour ce qui concerne spécifiquement la montagne assez directif qui a été édité par l'Organisation météorologique mondiale en 2019. Donc tout ça, ça vient pas de nulle part, ça vient de la convergence d'un ensemble de cadres internationaux qui se sont mis en place d'abord de manière un peu parallèle,
Donc la communauté de la réduction des risques qui culmine à présent avec ce qu'on appelle le protocole de Sendai pour la réduction des catastrophes naturelles. L'ensemble des conférences internationales visant à réduire la pauvreté et les inégalités avec les objectifs du millénaire et maintenant les objectifs de réduction des objectifs de développement durable. L'organisation de lutte contre le réchauffement climatique avec notamment l'accord de Paris et le nouvel agenda urbain. Alors tout ça, ça a fonctionné de manière un peu similaire, mais on voit quand même qu'il y a une forme de convergence. Les gens commencent à regarder ce que font les uns et les autres, avec finalement également une convergence des approches, avec au début des choses qui étaient basées uniquement sur l'aléa, et puis qui finalement finissent par prendre en compte les dimensions sociales, puis la construction du risque, et essayer d'aller vers des approches plus intégrées. Donc ce qu'on appelle maintenant dans le jargon de la littérature, le nexus entre la réduction du risque de catastrophe, le changement global et le développement durable. Donc tout ça, ça laisse penser à une vision que on va peut-être faire quelque chose, qu'il y a une forme d'alignement des planètes. Et puis patatras, arrive la crise du Covid, qui fait se dire que les scientifiques, finalement, et les décideurs, en ne mettant pas l'épidémie en tête de liste, se sont peut-être plantés. Et puis finalement, les priorités vont changer, quoi. Néanmoins, à contrario, on peut aussi dire que cette crise, elle montre que c'est quand même très important de prendre en compte le caractère systémique du risque, les effets, les dépendances et les effets en cascade. Donc peut-être que tout n'est pas acheté. Et également que une des idées qui paraissait être la bonne, c'est-à-dire de regarder tout le cycle de gestion intégrée du risque et pas seulement de réagir lorsque la crise arrive, ça peut être intéressant pour maîtriser le risque et minimiser les coûts. Alors sur ce cycle de gestion intégrée des risques, il nous dit que il faut regarder de manière équivalente tout ce qui se passe depuis finalement la prévention jusqu'à la préparation de la crise, la gestion de sa crise et la reconstruction. C'est finalement ce qui permet sans doute a priori d'agir de manière équilibrée et efficace. Et puis pendant que la crise du Covid est là, on peut quand même se dire que le reste continue d'avancer. Donc vous avez dû entendre ces nouvelles peu rassurantes que finalement au cours de 2020, tous les mois ont été parmi les 4 plus chauds depuis qu'on a des observations, avec notamment 4 mois records, donc des records inégalés à l'échelle du globe. Fin septembre 2020, la deuxième surface la plus faible de banquise. Et puis, de manière encore plus inquiétante, 10 degrés en moyenne au-dessus de ce qu'on pourrait aussi des normales de saison, si le concept a encore un sens, en Sibérie, avec une fonte accélérée du permafrost. Et ça, il y a notamment cet article récent qui nous dit que, même si les résultats sont contestés et qu'il y a un côté un peu sensationnaliste, qui nous disent que, du point de vue du réchauffement, on a atteint un point de non-retour. C'est-à-dire que même si on arrête maintenant les émissions à gaz à effet de serre, on va continuer on va aller vers une asymptote qui sera quand même à +3 par rapport à l'actuel, simplement à cause de l'émission, des émissions à gaz à effet de serre dans le permafrost, quoi, qui contiennent à peu près 4 fois, on pense, ce qu'on a déjà émis depuis le début, depuis la fin de l'époque pré-industrielle. Et puis plus près de chez nous, on a eu la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes avec ces images impressionnantes du avant-après. Donc j'en ai choisi une, quoi. Donc c'est exactement la même zone, hein. Donc ça c'est comme c'était avant et ça c'est après. On voit ces 2 bâtiments, quoi. Donc on voit quand même qu'il y a des choses assez importantes qui sont susceptibles de se passer. Donc, si on veut faire un peu plus de sémiologie, de quoi parle-t-on quand on parle de risque? Alors, dans l'UNDRR, on a une définition assez classique qui nous dit que c'est la combinaison finalement d'un aléa ou d'un phénomène dommageable avec des enjeux, quoi. Plus récemment, donc, est apparue cette notion de caractère systémique du risque qui est promue notamment par l'UNDRR, donc l'Organisation des Nations Unies pour le risque, qui nous dit finalement que le risque il vient pas de nulle part, la catastrophe se réalise comme le résultat d'un contexte et qui est finalement lui-même lié à tout un ensemble de facteurs sous-jacents. Et donc ça peut faire qu'on a effectivement l'importance que beaucoup de choses sont liées et que des choses peuvent dégénérer selon des successions parfois complexes de processus, quoi.
L'IPCC, ou en français le GIEC, elle promue de manière assez générique cette formulation en trèfle, où finalement on retrouve l'idée que le risque est à la croisée entre un aléa, une vulnérabilité qui est vue comme une susceptibilité au dommage, et un facteur d'exposition des enjeux. Donc on trouve de subtiles variations dans la représentation, mais c'est toujours cette idée-là qui nous définit le risque finalement dans la littérature internationale. Pour l'IPBES, qui est finalement l'analogue de l'IPCC, mais pour la biodiversité, donc qui va regarder l'évolution des espèces, on va trouver le risque qui va être exprimé cette fois-ci essentiellement en termes de perte de biodiversité pour différents types d'espèces. Mais néanmoins, on va retrouver l'idée de l'interconnexion des problématiques, c'est-à-dire qu'on peut pas, si on veut agir sur finalement le maintien de la conservation de la biodiversité, il faut agir sur un ensemble de facteurs à considérer en commun. Enfin, le dernier cadre international important, donc c'est les objectifs du développement durable qui ont été adoptés en 2015, qui sont donc, il y en a 17 qui couvrent un ensemble de problématiques qui sont détaillées en 169 cibles, donc avec une implémentation prioritaire pour l'Union européenne dans l'agenda 2030. Et donc ça, c'est un cadre important qui va structurer notamment la recherche sur les risques dans les années à venir. Donc, si on regarde en détail, les risques au sein des ODD, ils sont à la fois partout et nulle part. Donc ici, c'est un certain nombre de cibles des ODD qui nous parlent de risques. Alors, si on va voir en détail, effectivement, on voit, on parle de pollution, de contamination, de hasard, de early warning, de risk reduction. Donc, il y en a un peu partout, mais il y en a pas spécifiquement à un endroit. Il y a pas de cible spécifique sur les risques. Par contre, si on va dans le détail, on trouve par exemple des convergences ou des mappings, si on peut dire, entre les objectifs de développement durable et des objectifs spécifiques dans le cadre du protocole de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. Donc ça fait dire que finalement les ODD, il faut voir ça comme un cadre englobant et souple qui permettent de structurer en partie les réflexions et les actions autour des risques environnementaux. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est quelque chose qui dépasse le cadre de la communauté scientifique et notamment de la communauté sur les risques et qui permet d'avoir une discussion et une co-construction avec les institutionnels et les chercheurs. Donc la thématique des risques environnementaux, elle est largement présente du coup dans les prospectives de la recherche française. Donc on a fait une petite étude, une petite synthèse là-dessus. Donc tous les organismes en parlent de manière plus ou moins dédiée et plus ou moins spécifique. Donc il y a eu par exemple des prospectives dédiées de l'INSU récemment sur la question des risques. J'ai cherché sur ce que nous pouvait nous dire l'INSMI par exemple. J'imagine que ça doit vous intéresser sur le sujet. Je n'ai malheureusement pas trouvé, mais si quelqu'un a des idées, on est preneur. Il y a eu également un séminaire avec un cahier spécifique de l'ANR sur les risques et les catastrophes naturelles l'année dernière. Et puis, bien sûr, cette journée d'aujourd'hui où on est montre effectivement l'actualité de cette problématique. Donc, dans les temps qui me restent, je vais essayer de vous parler quand même un petit peu de statistiques puisque c'était l'objectif de cette journée. Donc, par rapport à cette problématique des risques en général, effectivement, il y a des besoins en statistiques clairement immenses, quoi. Donc, je vais commencer par enfoncer quelques portes ouvertes. Pourquoi? Finalement, les probabilités et les statistiques, c'est bien le langage du risque. On a à notre disposition un arsenal méthodologique et un cadre conceptuel qui peut être intéressant pour traiter ces problématiques par l'assemblage des connaissances. Par exemple, l'équivalence entre l'expertise et les données dans le bayésien. Un arsenal qui nous permet de faire de l'apprentissage et de la prédiction et quantifier les incertitudes. Donc, vous savez tous ça. On met souvent en avant effectivement le potentiel du machine learning et de l'IA pour les données de grande dimension. Donc, à partir d'ici, je vais me permettre de donner des exemples à partir du domaine que je connais le mieux, donc les risques en montagne et le climat en montagne. Donc, par exemple, ici, un exemple d'utilisation de l'application des méthodes d'IA et de télédétection pour détecter des dépôts d'avalanche, quoi.
Un point qui est moins souvent mis en avant, mais qui, à mon sens, est au moins aussi important dans le cas des risques, c'est finalement, on est souvent dans des cas de small data plutôt, où on a plutôt des séries courtes avec peu de points. Donc ça, c'est l'ensemble des mesures de bilan de masse glaciaire qui sont disponibles dans les Alpes françaises. Donc c'est pas beaucoup, si vous allez voir, c'est quelques dizaines de points. Et là, mais par contre, chaque point est extrêmement précieux et extrêmement cher. Et là, finalement, le modèle, il est très important pour valoriser au mieux ces données. Un deuxième point, finalement, pour aller un peu plus dans le spécifique, c'est effectivement le cas des dépendances. Donc, dans la littérature sur les risques, vous avez un foisonnement de termes à la mode. Donc, les risques multiples, les risques en cascade, les événements composés. Donc, qui tous renvoient de près ou de loin à la modélisation des dépendances et au cadre multivarié. Et on n'a pas forcément de distinction claire, finalement, de si c'est l'un ou si c'est l'autre. Mais néanmoins, tout ça, ça nous ramène souvent au cadre spatio-temporel, donc qui est cher à la communauté REST, notamment, qui était réunie mercredi dernier. Donc, deux exemples de ces problèmes de dépendance. Donc là, je vous ai mis des coups et de cascade, deux couloirs d'avalanche qui finalement donnent des fois l'un, des fois l'autre. Et on aimerait bien finalement être capable de savoir comment ce que fait l'un est capable de nous informer sur l'autre. Donc, vous aurez un exposé là-dessus d'Aurore cet après-midi. Également les processus en cascade. Alors ça, c'est l'écroulement du mont Granier en Savoie, donc qui a abouti à des éboulis en pied de pente. Et là-dessus est arrivée une forte pluie qui a pu dégénérer en ce qu'on appelle une lave torrentielle. Et donc là, on voit bien une succession de processus complexes qui peut finalement dégénérer dans des choses qui potentiellement causent des dommages, puisque cette lave, elle a touché des routes, elle les a fermées, elle a même poussé des voitures dans le fossé. Donc, finalement, les besoins de la statistique, ils sont aussi liés à la notion à la notion d'échelle, à mon sens. Le risque, il est présent à toutes les échelles depuis le micro. Donc, je vous ai mis ici des bactéries pathogènes jusqu'au très très large en spatial. Donc là, ce qu'on appelle les géocroiseurs. C'est pas la guerre des étoiles, hein, mais c'est les astéroïdes qui peuvent potentiellement percuter la Terre. Et donc là, on a des problèmes de calcul de risque également, quoi. En temporel aussi, on a des problèmes de risque du quasi-temps réel jusqu'aux échelles géologiques, quoi. Donc, en termes de modélisation du risque ou d'analyse de risque en stats, on doit accompagner les développements à toutes ces échelles. Classiquement, on travaille en termes spatial à des échelles moyennes, mais on doit aller du petit au très grand, quoi. Et on doit faire finalement du très pointu, peut-être savoir comment ces protéines là-dedans ou ces bactéries elles vont se développer et être capables d'infecter des cellules, jusqu'au très holistique, très large échelle, être capable finalement d'évaluer les conséquences du réchauffement à l'échelle globale. Et donc le rôle du modélisateur, c'est d'accompagner ces développements, mais aussi d'être capable de lier toutes ces échelles, quoi. Et donc là, le cadre hiérarchique avec ces notions d'échelle emboîtée, les statisticiens parlent de stratification aussi, est particulièrement bien adapté. Un cas un peu particulier finalement de ces dépendances et de ces évolutions, c'est qu'on est dans un cadre, donc vous l'avez dit, où on est extrêmement non stationnaire dans le temps. Tout ça, avec la grande accélération, on l'a dit, évolue très très vite. Donc le climat et ses impacts directs, mais également toutes les composantes du risque, quoi. Donc je pense que on l'a en arrière-plan. On a des modèles non stationnaires. Dans quelle mesure ils sont capables d'aller vers des non-stationnarités aussi fortes? Voilà, c'est peut-être une question que je soumets à votre sagacité, quoi. Donc on a cet exemple iconique de la quasi-disparition de la mer de glace, qui est un peu l'image du réchauffement climatique. Mais on a des évolutions dans toutes les composantes du risque. Donc ici, je vous ai mis les chutes de pierre à Kroll, d'où on voit finalement une évolution des versants avec un reboisement extrêmement marqué, mais également un développement de l'urbanisation en pied de pente, qui montre que finalement le risque il évolue très rapidement dans l'ensemble de ses composantes. Un point particulièrement chaud, si on peut dire, et important, c'est celui de la théorie des valeurs extrêmes, puisque le risque est souvent lié aux fortes valeurs qui ont un fort impact. Donc là, c'est peut-être
à la fois une petite pique et un point d'humour. Je pense que c'est un échec quelque part de la communauté statistique de pas populariser suffisamment ce cadre-là auprès du grand public et des décideurs. Je pense qu'une bonne partie de l'opinion publique connaît le signe noir ou connaît la loi de Murphy. Alors, j'ai pas dit que c'est pas inintéressant, mais c'est quand même des concepts qui, à mon sens, sont extrêmement opérationnels, alors que la théorie des valeurs extrêmes propose un cadre finalement bien formalisé pour aller nous dire de façon mathématiquement sensée ce que peuvent être ce que peut être la vraisemblance d'événements très peu fréquents, y compris bien au-delà de ce qui a été observé. Alors bien sûr, il y a des tas de subtilités, mais il y a quand même beaucoup d'applications potentielles, quoi. Donc ici, je vous ai mis une carte de chute de neige centenale au niveau des Alpes françaises. Donc classiquement, un niveau de retour qu'on peut utiliser après pour dimensionner des toitures ou des installations de sport d'hiver. Un point sur lequel il y a du travail également, c'est celui de la mesure de risque elle-même. Et alors là, je pense que c'est un point important de l'exposer, c'est il est nécessaire de pas s'arrêter, de ne pas ou de ne plus s'arrêter à l'aléa et au danger, ou au danger suivant les communautés, mais d'aller jusqu'aux enjeux réels en travaillant sur la conséquence de ce qui est potentiellement dommageable. Donc en combinant finalement l'aléa avec une vulnérabilité ou une susceptibilité au dommage. Donc ça a des intérêts qui est de pouvoir directement mesurer la conséquence, mais également des intérêts pratiques qui est souvent, par exemple, plutôt que d'avoir un aléa multivarié, de se ramener à une quantité scalaire qui est un dommage. Avec finalement le fait de travailler sur la distribution entière des dommages, le fait ensuite de choisir la bonne mesure de risque, la bonne statistique dans l'ensemble de ces distributions. Alors ça, c'est des choses que les financiers connaissent bien, qui dans le domaine des risques environnementaux est encore très peu utilisé. Donc je vous ai remis l'exemple des chutes de pierre à Crolles. Donc Crolles, une communauté maintenant assez importante avec des falaises qui s'écroulent. Et puis finalement, un travail qui a été mené dans le cadre d'une thèse sur cette commune, qui a été de caractériser l'aléa en termes classiquement de période de retour, puis ensuite d'être capable de calculer différentes mesures de risque, donc un dommage espéré, une mesure un peu classique, et puis des mesures un peu moins classiques dans le domaine des risques environnementaux, comme l'espérance de queue, c'est-à-dire l'espérance au-delà d'un certain quantile qui définit la valeur à risque. Et donc, je pense qu'il y a un vrai travail pour généraliser ce type de mesures et de définir ce qui est bon suivant les applications. Une dernière application finalement des besoins en statistique, c'est d'aller jusqu'à sa gestion et à sa maîtrise. Et donc ça veut dire aller vers des problèmes de minimisation du risque, avec des problèmes d'optimisation stochastique et derrière de choix du paradigme décisionnel. On a le droit d'aimer l'utilité espérée et sa maximisation, on a le droit de préférer autre chose. Donc petits exemples. Donc ici un village qui est menacé donc par des écoulements d'avalanche qui sont susceptibles de changer au cours du temps. Un problème classique de décision, c'est de savoir où on a le droit de construire et où on n'a pas le droit, et éventuellement de dimensionner de manière optimale un ouvrage de protection. Et donc ça, on voit bien que c'est des problèmes complexes d'optimisation, mais qui, avec différents aspects qui peuvent rentrer en compte dans l'optimisation, des paramètres de sécurité, de coût, mais aussi pourquoi pas d'esthétique, et donc de jolis problèmes de modélisation pour aller dans le sens de sociétés qui soient, si possible, plus durables. Donc pour conclure, donc le contexte actuel, donc c'est celui d'un moment charnière. Je pense beaucoup s'est établi de manière assez claire maintenant, avec une nécessité d'action immédiate dans beaucoup de domaines, avec une grande responsabilité certainement, notamment pour la communauté scientifique, qui est de contribuer à cette action. Les risques environnementaux, du coup, ça peut être vu comme un terrain de jeu, des jeux sérieux, mais des jeux quand même immenses pour les statisticiens, avec énormément de problèmes non résolus dans la pratique. Donc, effectivement, lors d'une journée de prospective récente, il y a un collègue qui a eu cette sortie qui m'a amusé, qui a dit non, mais votre domaine de recherche, là, c'est l'âge de pierre.
Et alors c'est vrai et c'est pas vrai. Si on va voir dans les détails, il y a beaucoup de choses qui ont été quand même développées. Il y a de la connaissance, mais c'est vrai qu'elle est souvent parcellaire, éparse, et qu'il y a clairement un déficit de formalisation et de généricité dans les méthodes qui sont développées. Donc, je vous ai parlé d'un ensemble de domaines, donc des statistiques spatio-temporelles, des valeurs extrêmes, de la modélisation du risque, de manière disjointe. Évidemment, ce qu'on aimerait bien faire, il y a toutes les intersections, elles sont pas nulles, et ce qu'on aimerait bien, c'est arriver à faire tout ensemble. Mais ça, c'est pas forcément facile, mais bon, ça doit sans doute rester un objectif. Et puis mon dernier message, ce serait quand même de dire que tout ça, c'est très bien de le faire pour les statisticiens, mais je pense quand même que c'est très important de ne pas le faire seul, parce que pour faire des modèles intelligents et utiles, il faut discuter avec les gens, avec les autres disciplines, également avec les acteurs qui sont impliqués dans leur utilisation et dans leur mise en œuvre. Ça implique dans une certaine mesure de sortir de sa zone de confort en tant que statisticien. Je sais que c'est pas forcément facile, que c'est pas forcément le métier qu'on a au départ, mais si on veut convaincre de la valeur ajoutée et de l'utilité, on est obligé de le faire, quoi. Pour donner un exemple concret, un argument sur la supériorité théorique de la méthode qu'on propose en termes de vitesse de convergence, par exemple, ou d'efficacité d'un estimateur, ça va pas suffire, quoi. Il faut réellement prouver la valeur ajoutée de manière concrète dans des métriques qui sont mesurables par l'utilisateur. Et on peut ne pas avoir envie de le faire, je le comprends, mais néanmoins, le contexte actuel fait, à mon sens, que si on veut s'impliquer, on a envie, il est nécessaire de s'impliquer. Et ben, je pense que dans une certaine mesure, il faut le faire. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Je n'ai pas regardé le temps, mais j'espère que j'ai pas été trop long. On va voir s'il y a quelques questions. Si. Merci beaucoup, Nicolas. Bon, tu as été parfait dans le temps. Donc, c'est une belle introduction à beaucoup d'aspects autour du risque. Donc, si quelqu'un a des questions, donc nous avons le temps enfin, pour ça. Oui, alors il y a Philippe Navo qui a une question. Donc, Philippe. Ouais, merci beaucoup Nicolas, c'était très très intéressant. J'avais une question par rapport à la causalité dans le risque en fait. C'est-à-dire que tu as parlé de hiérarchie et je pense que si un objectif c'est de minimiser le risque, il y a sûrement une chaîne de causalité à mettre en avant. Et donc je ne sais pas d'un point de vue théorique si dans votre réflexion vous avez discuté de ça. En fait. Je sais pas si je suis clair. Si, c'est très clair. Alors, j'ai un peu, mais là, c'est pas spécifiquement les réflexions INRAE, hein, c'est plus des choses qui sont effectivement liées à la fois des réflexions personnelles et issues de différents cercles. Effectivement, la question de la causalité, elle est pas, je pense, toujours aussi présente que tu le souhaiterais avec des méthodes formalisées sur le monde contrefactuel, etc., quoi. Euh, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont admises sur les aspects d'origine du réchauffement. Après, pour ce qui est de l'ensemble des impacts, je pense que la vraie limite, elle est sur la capacité ou notre capacité à la fois physique et même numérique d'être capable justement de calculer un monde contrefactuel, quoi. Si on veut arriver à prouver les choses, quoi. Donc en général, on se contente effectivement souvent de corrélations ou de accompagné de raisonnement physique, quoi. De Et donc, dire, c'est sur la théorie de la contrefactuelle, mais je pensais surtout au fait que finalement, est-ce que un risque local, par exemple, je sais pas, des débris ou des avalanches, etc., finalement, la cause, on sait que c'est plutôt à une échelle beaucoup plus grande. Et donc, dans le message pour les décideurs,
comment transmettre cette information et comment la mesurer, la quantifier, quoi. Est-ce qu'on met un pansement au niveau local, c'est comme si tu as une fuite d'eau dans ta maison, ou est-ce que tu te dis, ben, finalement, d'où vient la fuite d'eau et comment réduire la fuite d'eau, quoi. Ben, je pense que maintenant, effectivement, beaucoup de gens sont convaincus qu'on peut pas raisonner localement et de manière isolée, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut pas agir et faire des choses locales parce qu'on est obligé d'aider les gens localement, quoi. Mais ça suffit pas, quoi. C'est sûr que c'est pas à la hauteur, quoi. Après, effectivement, je pense qu'un test de causalité dans ces cas-là peut être un argument, quoi. Peut être un argument qui peut aider à convaincre, à condition d'être capable, effectivement, par exemple, d'être capable de simuler localement ce que c'est que l'activité avalancheuse dans un monde contrefactuel. Et ça, pour l'instant, à titre personnel, je ne sais pas si c'est faisable. Ok. Alors, je crois qu'il y a une autre question de Pascal You. Oui, je remets ma caméra. Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé, qui était super intéressant, bravo. Donc, j'avais une petite question ou une sorte de réaction à ta remarque sur le signe noir de Taleb. En fait, bon, tu as partiellement répondu à la remarque que je vais faire avec ce que tu dis à la fin et la réponse à Philippe. C'est est-ce que finalement, en faisant des statistiques, donc en étant finalement assez contraint par des approches statistiques, on a une chance d'être surconfiant dans le risque qu'on peut calculer. Et le signe noir, finalement, est une sorte de warning contre ça. C'est-à-dire que Taleb dit que finalement, peut-être qu'on ne prend pas tout en compte quand on calcule un risque, quelle que soit la manière, et donc on pourrait être surconfiant dans la manière dont on calcule un risque. Donc, tu as plus ou moins parlé de ça, mais est-ce que tu peux commenter un peu plus là-dessus? Ouais, alors c'est une petite pique peut-être un peu méchante pour Taleb, hein. C'est juste que je suis d'accord avec toi. Mais je pense que ce qu'il faut en garder, c'est pratiquement ce que tu viens de dire, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut sans doute pas tout anticiper, mais c'est pour ça que je trouve que en soi, c'est pas une fois qu'on a dit ça, c'est pas très opérationnel, quoi. Il faut quand même faire quelque chose, quoi. Et à ce moment-là, je pense que la théorie des valeurs extrêmes, dans un cadre non stationnaire, en prenant en compte toutes les concepts qui vont avec, au fait que effectivement les données sont, on est parfois en sous-asymptotique, on n'est certainement pas à idée, voilà, etc. Et ben c'est quand même quelque chose qui nous permet de travailler davantage, quoi. Mais est-ce qu'une On a sans doute. manière pertinente de faire serait de voir dans quelle mesure tout ce qui est fait d'un point de vue statistique ou autre, en fait, est pertinent pour finalement prévoir ou se prémunir de choses qui sont très nouvelles, enfin, comme le Covid ou comme des trucs comme le cyclone là, qui touche l'Amérique centrale. Il y a peut-être des métriques pour voir en quoi on peut s'améliorer ou dire si on est vraiment dans les clous. Oui, oui, certainement. Non, mais je pense que toutes les méthodes de simulation finalement et d'anticipation qui permettent d'essayer de voir des choses nouvelles sont vraiment intéressantes, quoi. Les physiciens disent un peu la même chose. Ils parlent de théorie de la bifurcation, quoi, où ils disent qu'à des moments, effectivement, on peut basculer vers des fonctionnements complètement différents. On sait bien qu'on a ces problèmes d'attracteurs aussi qui peuvent dire, voilà, qui disent on doit être capable d'anticiper des choses qui sont complètement différentes de ce qu'on avait avant. Mais je pense que même là, à condition d'être capable d'anticiper ça, finalement de modéliser ou d'envisager ce que peuvent être les comportements des systèmes dans ces cadres-là, à ce moment-là, les statistiques ont des choses à dire, je pense, et en particulier avec la théorie des valeurs extrêmes. Ok, merci.
Et bravo. Alors, nous avons un dernier commentaire dans le chat de Denis Allard, peut-être, euh, qui dit que, enfin, il faudrait aussi travailler plus sur la vulnérabilité pour aller vers les systèmes moins fragiles. Enfin, je sais pas, Nicolas, Denis, si vous avez envie de rajouter quelque chose. Oui, ce que je voulais simplement dire par là, c'est que tout le débat qu'on vient d'avoir était beaucoup axé sur une des composantes du risque qui est l'aléa, et puis l'utilisation des probas et des stats pour traiter cet aspect-là. Mais le risque, Nicolas l'a dit plusieurs fois, hein, c'est aussi la combinaison, enfin, c'est l'aléa face à une vulnérabilité et face à des enjeux. Et donc, finalement, une autre manière de mitiger les risques, c'est aussi de travailler sur la composante de vulnérabilité pour aller vers des systèmes plus résilients et moins fragiles, quoi. D'ailleurs, c'est ce que Taleb dit aussi pour aller, lui, préconise d'aller vers des systèmes antifragiles, c'est comme ça qu'il les appelle.